28 octobre 2021, Mark Zuckerberg annonce que Facebook se transforme en Meta. Par la même occasion, il nous présente les débuts du métaverse et de son immense projet, la création d'un monde parallèle. Facebook, ce géant de l'économie mondiale, 8e entreprise au capital le plus élevé de la planète et à la valeur équivalente au PIB de la Turquie. Mark Zuckerberg est en réalité à la tête d'une nation qui serait la 23e la plus riche du monde. Aujourd'hui, il décide d'à nouveau réinventer Internet et de bouleverser peut-être même notre société tout entière. Pour vous parler de ça, je me retrouve aujourd'hui avec Flavie et Noah. Comment est-ce que ça va ? Ça va. Bienvenue dans notre première émission de notre radio étudiante Les Jeunes Voix. Le métaverse, c'est aujourd'hui dans On en parle. Alors pour commencer, qui c'est Mark Zuckerberg ? Mark Zuckerberg, né le 14 mai 1984 aux États-Unis, est autiste Asperger aux idées de génie et est connu pour avoir fondé en 2004 Facebook avec ses camarades lorsqu'il était étudiant à Harvard. À la base, c'était un réseau social destiné aux étudiants de l'université pour se rencontrer. Aujourd'hui, renommé Meta, dont il est le PDG, qui abrite les principaux réseaux sociaux d'aujourd'hui, comme WhatsApp, Messenger, Instagram. Très vite, il devient le plus jeune milliardaire de la planète, puis classé en 2016 10e sur la liste Forbes des personnes les plus puissantes du monde, avec une fortune estimée à 67,3 milliards d'euros en 2022. Qu'est-ce que c'est Facebook ? Facebook aujourd'hui est le réseau social le plus utilisé du monde avec 3 milliards d'utilisateurs pour 84 milliards de dollars. Facebook a vraiment révolutionné notre manière de communiquer et donne accès à une banque de données immense. 15 ans de photos, de posts, de commentaires y sont hébergés depuis 2004. Il est le premier vrai réseau social et contribue aujourd'hui à l'économie mondiale. Il fait partie des GAFAM, les grandes entreprises de technologie américaines qui regroupent Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Malgré ça, c'est un réseau social peu utilisé par les jeunes de nos jours. Les utilisateurs sont majoritairement nos parents ou nos grands-parents, nos grands frères, nos grandes sœurs. Mais ce n'est pas uniquement ça, puisque le groupe Facebook renommé il y a peu Meta abrite également les réseaux sociaux les plus utilisés du moment, comme WhatsApp, Messenger, Instagram. Il détient également la société Oculus VR pour les casques de réalité virtuelle qui serviront aux utilisateurs de porte d'entrée pour le métaverse. Désormais, Flavie, concrètement, qu'est-ce que c'est que le métaverse et comment ça marche ? En quelques mots, le métaverse est un monde, un univers entièrement numérique et parallèle en 3D, sorti tout droit de l'esprit de Mark Zuckerberg donc. Mais pour bien comprendre ce qu'est réellement cette innovation, il faut voir là une volonté de Zuckerberg de dépasser le stade du simple réseau social et d'innover en développant un univers entier. C'est le futur que cherche à prévoir et atteindre l'homme. L'ambition, elle est simple, permettre aux utilisateurs, les métaverseurs, d'évoluer par le biais d'un avatar personnel à l'image du Bitmoji de Snapchat par exemple, et dans un monde entièrement en 3D. Se développent alors dès aujourd'hui des systèmes ou des combinaisons permettant de reproduire des parfums, des sensations, voire des douleurs, afin de rendre l'expérience sensorielle totale. Le premier exemple reste l'Oculus Rift, qui est un casque permettant d'entrer dans un monde en 3D, société appartenant à Zuckerberg. Le métaverse est permis par l'évolution des intelligences artificielles, de la réalité augmentée et grâce aux blockchains. Là-dessus, je vais me permettre d'expliquer ce qu'est la blockchain. Alors on pourrait la traduire littéralement par une chaîne de blocs en français. Et pour vous expliquer ce qu'elle est, je vais d'abord vous rappeler très partiellement comment fonctionne Internet, parce que c'est grâce à lui que la blockchain est rendue possible. Bien évidemment que dans les faits, c'est 1000 fois plus compliqué que ce que je vais expliquer, mais ça suffira amplement pour vous en donner une idée et ainsi mieux comprendre comment fonctionne le métaverse. En réalité, Internet, ce sont d'immenses hangars partout dans le monde, remplis d'immenses ordinateurs tout le temps allumés qu'on appelle des serveurs, qui stockent l'entièreté des données qu'on retrouve sur Internet, comme les sites avec Wikipédia par exemple, ou bien les informations de votre compte Google. Ces hangars sont tous reliés entre eux par d'immenses câbles terrestres ou sous-marins quand on passe parfois d'un continent à un autre. Nous, nos téléphones, nos PC sont reliés au réseau par d'immenses antennes qui diffusent des ondes. Ce sont donc les serveurs qui sont utilisés par la blockchain qu'on peut résumer par un échange d'informations vérifiées par ces mêmes serveurs. En clair, quand on envoie une information d'un ordinateur à un autre, on peut utiliser la blockchain pour authentifier cette information et ainsi être absolument sûr qu'elle est vraie. Chaque échange qui utilise la blockchain fait fonctionner un mécanisme qui est une sorte de codage géant avec des algorithmes que s'échangent entre eux les serveurs. Ce système reste trop compliqué à expliquer en détail, mais on peut retenir qu'il est réputé comme supposément inviolable, car il est assez complexe et bien construit pour être sûr de son utilisation. Zuckerberg compte donc fonder le métaverse sur cette technologie. Elle lui permettrait de créer son monde virtuel avec des données qui nous prouvent l'authenticité de chaque objet possédé, comme une maison qu'on a achetée dans le métaverse, ou bien son propre argent virtuel, ce qui est évidemment très important, et bien plus encore. Mais nous reviendrons là-dessus plus tard.
Qu'est-ce que ça apportera de nouveau? Qu'est-ce qui fait que certains parlent de révolution d'Internet? Cela peut paraître impossible. Le métaverse apporte pourtant une nouvelle dimension de tous les possibles. Un univers parallèle à caractère infini. Une fiction qui devient réalité. Le métaverse, dans sa bonté première, serait un lieu d'échange, de communication, de commerce, de loisirs, de création, sans aucune contrainte physique du monde réel. Chaque personne pourra laisser s'exprimer sa créativité, que ce soit à usage personnel ou professionnel. Prenons l'exemple d'une réunion chez Airbus, où un des associés nous montre une maquette d'avion 3D dans le métaverse et zoome d'un coup dans l'intérieur de l'avion, montrant le moteur avec chacune des milliers de pièces qui le composent. Dernièrement, le club de foot de Manchester City a annoncé qu'ils reproduiront leur stade afin de laisser leurs fans assister à leurs matchs en direct depuis les tribunes avec des caméras 3D. N'importe où dans le monde, un supporter pourrait donc assister au match avec l'expérience d'être depuis un siège de spectateur. Imaginez aussi prendre l'apparence 3D de la star de votre choix, ou plus simplement, pouvoir la rencontrer et lui parler en face, virtuellement bien sûr. Le métaverse démultiplie le champ des possibilités. Finalement, la limite devient l'imagination elle-même. Mais la question qui pose problème, c'est jusqu'où peut aller l'imagination humaine. Certains estiment que d'ici 2026, une personne sur 4 aura accès régulièrement au métaverse. Ça permettra de nous dématérialiser, comme dit précédemment, mais à une échelle encore jamais vue. Ça pourrait réinventer notre rapport social aux autres personnes, nous permettant d'être connectés en permanence, mais contrairement aux réseaux sociaux aujourd'hui, on aurait une forme de présence physique et virtuelle dans nos interactions. Cela implique de nouvelles formes de technologie, bien qu'elles existaient déjà avant, elles seraient démocratisées, comme les NFT ou la crypto-monnaie qui se développent déjà énormément en préparation à l'arrivée du métaverse. Facebook développe d'ailleurs sa propre monnaie virtuelle, le Diem, basée sur le dollar. Là-dessus, j'aimerais qu'on apporte des précisions parce que c'est un élément, donc les crypto-monnaies, les NFT, qui prennent énormément d'ampleur en ce moment. Donc Flavie, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les NFT et les crypto-monnaies ? Vous connaissez certainement déjà au moins une crypto-monnaie, le Bitcoin. Créé en 2009 par une personne dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto, ce n'est donc pas forcément son prénom, c'est la monnaie la plus influente sur le marché. Une crypto-monnaie est entièrement numérique et n'existe pas matériellement. Elle fonctionne sur le principe de la blockchain, c'est-à-dire qu'elle est censée être inviolable et s'échange de pair en pair. Un modèle d'échange en réseau où chaque entité est à la fois client et serveur, contrairement au modèle client-serveur. La blockchain permet de stocker et transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Il faut aussi savoir que le cours d'une crypto-monnaie n'est pas stable et qu'il évolue fréquemment en fonction de sa popularité. De l'illustrent les récents dires de Elon Musk qui ont fait chuter le cours de la crypto-monnaie du Bitcoin. Une NFT, donc, c'est un acronyme qui signifie Non-Fungible Tokens, jetons non fongibles en français. Je suppose que cela ne vous aide toujours pas. Quelque chose de fongible n'est pas unique et est aisément remplaçable par quelque chose de même valeur ou identique. Il disparaît à sa consommation, tel un jeton d'une crypto-monnaie par exemple. Une entité non fongible en est donc le contraire, c'est-à-dire unique et irremplaçable. C'est en réalité un certificat de propriété numérique infalsifiable qui est raccroché à un fichier informatique unique. La plupart du temps, une œuvre d'art numérique ou bien un personnage de jeu vidéo par exemple. Comment ça marche ? Grossièrement, un créateur fabrique une NFT associée à son œuvre. Le certificat au nombre limité et qu'il peut revendre contient un code initial, un lien vers un descriptif de l'œuvre, tel un mini carton d'information, ainsi que des règles émises par l'artiste. Pour assurer sa sécurité, le fichier de l'œuvre n'est pas dans le certificat. Il est placé dans une blockchain jusqu'à ce qu'un acheteur conquis par l'œuvre achète le NFT et récupère le fichier dans la blockchain après transaction vers le vendeur. Parfois réellement conséquente, la plus importante d'entre elles s'élève à 69 millions de dollars. Maintenant que nous avons mieux compris le projet de Mark Zuckerberg, nous allons vous faire écouter un micro-trottoir qui a été enregistré au lycée. On a interrogé des élèves, des adultes et du personnel pour qu'on puisse se faire une idée de ce que vous savez sur le métaverse et que vous donniez votre avis. Est-ce que tu connais le métaverse ? Ouais, je connais le métaverse, ouais. Métaverse, oui. Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est Facebook ça, non ? Oui. J'ai déjà lu le mot, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est le truc de Facebook là. Le métaverse. Pas du tout. Et qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou plutôt effrayant ? Ça me fait toujours rêver, mais je pense que c'est assez dangereux, donc je sais pas pourquoi. Je me dis que voilà, à partir du moment où c'est virtuel, on peut oublier sa vraie vie, j'ai envie de dire.
que je pense que c'est un peu trop récent pour lancer un métaverse et qu'on n'a pas forcément les technologies pour que ça soit attribué à tout le monde. Pour moi, c'est des paroles en l'air et je pense qu'il faut plutôt attendre quelques années avant que ça se lance réellement et que ça puisse être utilisable. Ça m'intéresse, en vrai, c'est stylé. Je sais pas si tu connais le film Ready Player One, ça me fait beaucoup penser à ça et du coup, j'ai hâte de voir un peu où ça va aller. Après, c'est sûr que ça fait un peu peur parce que c'est la nouvelle technologie. Je pense que ça m'effraie un peu quand même. Après, il faut voir. C'est les Sims, trouvez ça intéressant ou Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, ça m'effraie. En fait, tous virtuels, vous en oubliez la réalité. Je pense que c'est bien pour le futur des gens. On voit pas encore le potentiel. Je pense que c'est notre avenir, ouais. On est déjà un peu dedans en fait. Et petit à petit, notre génération, je pense qu'elle va vraiment s'imprégner de ça et encore plus qu'aujourd'hui, quoi. Moi je trouve que c'est bien pour par exemple des gens qui sont enfermés sur eux-mêmes, pouvoir s'épanouir dans un autre univers. Mais moi je préfère le monde réel, pardon, je vais être vieille France, mais moi ça me tente absolument pas. Ça m'effraie un peu. C'est bien, c'est intéressant à développer, mais je voudrais pas trop tomber là-dedans, quoi. Et est-ce qu'il y a quand même une partie que vous trouverez intéressante? Oui, il y a une partie fascinante, quoi, dans le fait d'avoir des mondes imaginaires et virtuels. Et toi, tu devrais créer un avatar dans le métaverse? Ouais, à donf. Ouais, beaucoup plus. On pourrait faire, je sais pas, ça peut être voyager déjà, par exemple, faire les magasins d'une autre manière aussi, ça peut être une vision autre de voir le monde. Vous ne verriez pas créer un avatar dans le Non, métaverse? pas du tout, pas du tout. Moi j'ai envie de voir les gens, de discuter avec eux, regarder le monde qui m'entoure. Je ne vois pas du tout. Peut-être que je suis pas du tout dans le même monde que vous, sûrement. Et si on vous propose d'essayer, vous y allez ou pas? Oui. Pourquoi pas? On sait jamais. Vous pensez qu'il pourrait y avoir des dérives quand même? Ouais. Ces dérives, elles existent déjà et juste ça sera un problème qui sera déplacé. Il n'y aura pas genre plus de soucis ou autre chose comme ça, mais ça sera pareil que dans notre monde, il y aura autant de dérives, autant de problèmes et ça permettra à des gens qui d'habitude ils sont jamais à pouvoir parler aux gens, ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils ont peur. Et ben à ces personnes-là, ça leur permettra de s'exprimer et d'être eux-mêmes et de montrer ce qu'ils valent. Eh bien, on peut donc maintenant passer à la partie débat/discussion de cette émission. Alors avant toute chose, on tient à vous avertir. Même si la première partie a été faite dans l'optique d'être objective et de vous faire comprendre qu'est-ce qu'était le métaverse, on vous invite tout d'abord à aller vous renseigner sur des médias sérieux et fiables afin d'en savoir plus, car il y a énormément d'articles qui parlent de ce sujet-là. Mais maintenant, cette partie discussion ne sera quant à elle pas impartiale. Il va s'agir en réalité d'un simple échange entre lycéens sur notre vision, nos inquiétudes et comment on s'imagine vivre avec cette technologie qui va indéniablement changer notre quotidien et notre rapport à Internet. Je vais donc maintenant poser des questions et on va en parler ensemble. Alors surtout ne prenez pas pour acquis tout ce qui va être dit dans cette partie de l'émission. On a déjà vu beaucoup d'œuvres aborder ce sujet d'univers parallèle. Les œuvres contemporaines, comme un des épisodes de Black Mirror, la série spécialisée dans les dystopies que peuvent amener les nouvelles technologies, ou Ready Player One, un film de Steven Spielberg en 2018, adapté d'un roman de Ernest Cline de 2011. Mais au XXe siècle déjà, des écrivains avaient prédit une certaine dérive des nouvelles technologies qui étaient alors en plein essor à cette époque, ce qui donnait lieu à des références du genre, considérées comme des classiques à l'échelle internationale, avec 1984 de George Orwell, paru en 1949, ou encore avant Isaac Asimov et son œuvre Fondation en 1942. Puis, il y a eu aussi antécédemment à cela, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, paru en 1932. Ce qui est assez dérangeant, voire même apeurant, c'est qu'il y a de ça des années, nombre d'écrivains avaient prévu une masse très importante des dérives d'aujourd'hui. Mais à tel point et avec une telle précision que ça en est effrayant, du moins de mon point de vue. Et aujourd'hui, plus que jamais, on s'interroge sur notre devenir. Parce que jamais on n'avait été aussi loin au niveau technologique, bien que ça reste normal, évidemment, plus les années passent, plus les technologies évoluent. Mais on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter sur ce qui nous arrive. Un univers à soi, à une échelle très importante, et d'ici 10 ans peut-être même à la portée de tous. On en parle ensemble. Qu'est-ce que ça vous inspire le métaverse? Qu'est-ce que ça provoque chez vous comme réaction, comme interrogation? Flavie, par exemple, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ma première appréhension, elle n'est pas forcément négative, parce que je pense que le métaverse, comme les réseaux sociaux, pourrait être très intéressant sur tellement de sujets, que ce soit le fait de, je sais pas, par exemple, suivre un cours d'une personne qui est à des millions de kilomètres, visiter un pays dans un univers en 3D. En fait, comme on l'a dit, c'est l'imagination qui va délimiter tout le potentiel possible. Mais le problème qui se pose, c'est que si c'est pas régulé, et on sait que le droit ne peut être appliqué qu'à partir du moment où une action est commise,
on se demande du coup les dérives que ça peut entraîner et or la pollution aussi que ça va engendrer parce que ça va être des serveurs en plus. Il pourrait y avoir du hacking ou des spams, de la publicité à outrance. Tout ce qui réside déjà en fait sur Internet pourrait être démultiplié dans le métaverse. Et moi, c'est ça qui m'attriste un peu parce que ça va être une technologie mal utilisée. Noah, toi, est-ce que tu trouves ça génial comme innovation pour ce que ça ouvre comme champ des possibles ou bien ça te fait plutôt peur ? Moi, je trouve que ça ouvre quand même un champ des possibles qui est relativement grand. Il peut y avoir plein de choses bénéfiques, mais je pense que ça va surtout aussi allonger la partie paraître des réseaux sociaux. On va pas se le cacher, quand on poste une photo sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément notre vraie vie, on se met à notre avantage, tout ça. Alors le métavers, c'est un univers uniquement en 3D où on nous voit même pas nous en fait. On peut carrément mentir sur notre identité, mentir sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est dans la vie. Donc je pense vraiment que ça peut allonger le champ du côté, ce qu'on va dire, paraître de la société à un maximum, quoi. Ça peut vraiment conduire à des c'est dérives. une problématique qui est beaucoup relayée aujourd'hui, en fait. On sait que les réseaux sociaux, ça a beaucoup amené les gens à se comparer entre eux perpétuellement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui tous les jours. Alors nous, on se veut pas comme des vieux briscards qui disent « Attention, les réseaux sont mauvais, on les utilise tous les jours. » Nous aussi, on fait des choses avec les réseaux qui sont pas forcément les meilleures. Mais quand même, on tient à alerter. C'est aussi le but de cette émission. Parce que, malgré tout, on est assez apeuré de ce qui peut se passer. Et j'ai en tête notamment le fait que les NFT polluent énormément, ça c'est un fait, du fait qu'elles utilisent énormément d'énergie pour être utilisées. Pareil pour les crypto-monnaies, ça demande tellement d'énergie. Il me semble que c'est la troisième cause qui pollue le plus au monde. Que pour les NFT, énormément d'artistes se font voler de leurs œuvres, que certaines personnes s'approprient sur le métaverse, ce qui fait qu'ils ne peuvent même pas les récupérer, parce qu'il n'y a pas encore de législation vis-à-vis du métaverse. Et j'ai en tête notamment un événement dans le métaverse qui a eu un viol. Alors, il me semble que c'était une personne qui s'est fait entourer de plusieurs. Tu peux me... Alors oui, j'allais en parler en plus justement des dérives que ça pouvait amener. Le fait qu'on puisse savoir... déjà, il existe des jeux où on est dans un univers virtuel total avec un bitmoji, etc., comme Roblox par exemple. Et le problème, c'est que cette personne-là, donc une femme, c'était une sorte de test du métaverse. Elle a été mise dans un monde entouré d'hommes et elle s'est fait entourer et donc un homme a éjaculé sur elle virtuellement. Ça paraît un peu improbable et un peu surréaliste, mais c'est vraiment la plainte qu'elle a déposée à la police. Et en fait, le problème, c'est que si on a des combinaisons, des machines olfactives, etc., c'est que ça deviendra quelque chose de très réel si ça se passe pour de vrai. On peut se demander si des gens en profiteraient pas pour venir nous perturber. Je sais pas, un grand écran blanc dans les yeux, ça doit certainement pas faire extrêmement bien. Non, surtout si du coup, pareil, si on a des combinaisons de sensations, tu vois, en fait, il n'y a rien qui changera de la réalité. Après, c'est très, très étrange aussi, par exemple, si un constructeur ou une entreprise permet ce genre de choses-là. Comment ça se fait qu'ils aient réussi à faire ça dans un jeu, tu vois ? C'est une grande inconnue. C'est très étonnant. Mais alors, selon vous, qu'est-ce qui va concrètement se passer ? Par exemple, comme on disait, l'innovation pour les entreprises, nos interactions sociales, elles seront réalisées avec des inconnus du monde entier. Comment est-ce que vous imaginez utiliser le métaverse ? Moi, je pense que ça va un peu se réguler comme les réseaux sociaux, un peu comme Twitter. Tout le monde n'utilise pas Twitter, tout le monde n'utilise pas Instagram, tout le monde, la plupart des personnes. L'accès sera majoritairement vers ceux qui ont les moyens aussi d'acheter tous les objets, même si à mon avis le prix va forcément baisser avec la demande. Et d'ailleurs, il y a une interview d'un mec de Google qui dit ça, qu'il faut arrêter de dire que tout sera trop cher, etc. Parce que déjà, je crois que c'est le prix les prix sont toujours divisés, rien que par exemple un panneau solaire c'est beaucoup moins cher qu'avant parce qu'on a les matériaux pour le construire maintenant. Et ça va, je pense, se réguler, mais les dérives dessus ne se réguleront pas, quoi. Est-ce que toi, Noah, tu as envie d'utiliser le métaverse ? En fait, je sais pas trop en quoi en penser actuellement parce que c'est vraiment un sujet qu'on connaît pas du tout. En fait, il n'y a pas une majorité de la population qui l'utilise aujourd'hui. Il y a même beaucoup de gens qui ne sont pas du tout au courant. Voilà, il y a même, je pense que nos parents ou nos grands-parents ne sont même pas au courant qu'il y ait une innovation comme ça qui arrive. Je pense que ça touche vraiment un public jeune qui s'intéresse à l'actualité numérique et que justement que ça soit que des jeunes qui soient là-dessus, peut-être que ça peut être un danger parce qu'il n'y a pas de présence adulte, entre guillemets.
C'est plus les entreprises aussi qui Après, vont s'en accaparer. Ça peut aussi développer quand même beaucoup de choses au niveau de la technologie. Plus tard dans le monde réel, on peut tester plein de choses sur le métaverse, que ça soit dans l'industrie, dans la santé, dans la... Ouais, j'imagine que, je sais pas, des personnes par exemple qui n'ont pas l'usage de leurs bras pourraient avoir beaucoup plus de la accès. sensation des sensations. de retrouver le fait de pouvoir vivre normalement. Ben, dans ce cas, je pense qu'on peut conclure et se baser sur le fait que le métaverse, c'est une innovation qui apporte énormément de possibilités, mais qu'évidemment, comme toute innovation, elle apporte aussi son immense lot de dérives. On vous conseille donc d'aller vous-même, vous faire votre avis, vous renseigner là-dessus, et on espère du mieux qu'on peut avoir pu vous éclairer sur ce sujet qui va redéfinir notre vision d'Internet. Alors on peut vous dire à bientôt, peut-être dans le métaverse, mais on espère surtout sur notre site de podcast. On en a parlé, c'était Axel, Flavie et Noah pour Les Jeunes Voix.